Alors, bonjour à tous, petit problème technique qui nous rappelle des années antérieures de la télévision. Bon, j'espère que vous nous entendez bien. Bon, je suis Pierre Toufflant. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour partager ce nouvel atelier des experts sur Twitch, le Twitch AFD Tech. Donc cet atelier fait partie des nombreux ateliers que va vous proposer la direction technique avec ses experts tout au long de l'année, à travers les 4 practices d'AFD Tech. Nous allons être aujourd'hui avec l'équipe Gouvernail, représentée par Olivier Castin, qui est à ma droite, et qui va vous expliquer en quoi consiste l'agilité, terme qu'on entend souvent en ce moment. Merci Pierre. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord merci pour votre présence à ce premier atelier AFD Tech de notre practice pilotage. Sachez qu'elle est soutenue par notre offre pilotage et gouvernance qui regroupe environ 150 collaborateurs, donc qui sont autant de SDM, directeurs de projet, chefs de projet, PMO et autres contract managers. Donc personnellement, j'anime plus particulièrement la communauté d'experts que nous avons appelée Gouvernail, comme le disait Pierre, qui est issue du programme Makers d'AFD Tech et qui est composé d'une dizaine d'experts qui interviennent en support sur plusieurs axes. Donc tout d'abord des actions de formation et de promotion de nos métiers par le biais de publications ou d'ateliers qu'ils vont dispenser, comme aujourd'hui, de l'accompagnement au recrutement de nos futurs hauts profils pour la practice, et enfin du soutien à la direction technique en cas de réponse à appel d'offres. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui parler d'agilité avec 2 de nos référents en la matière. Donc tout d'abord Chane Maffre, qui est coach agile à Bordeaux chez un de nos clients acteurs du commerce en ligne et qui sera l'animateur de cet atelier. Bonjour Chane, tu nous reçois bien? Très bien. Et Jonathan Charluguel, qui est responsable de la ligne de service accès et habilitation chez un de nos clients grands comptes du secteur énergie dans la région lyonnaise. Donc lui nous parlera de cas plus concrets qu'il a pu avoir au travers de ses expériences acquises lors de ses différentes missions. Jonathan, tu nous entends également? Bonjour Jonathan. Ok, c'est parfait. Eh bien, merci à vous deux, à tout de suite. Donc pour annoncer brièvement l'atelier du jour, sachez qu'il s'adresse vraiment à tout public et il n'est pas réservé à une population ou à un auditoire d'experts. Donc il va aborder les principes de l'agilité qui apportent aujourd'hui une alternative séduisante aux méthodes de gestion de projets plus classiques, type méthode en V, cycle en V ou en cascade, et aux inconvénients qu'elle présente des efforts concentrés sur la planification ou des effets tunnels qui rendent les changements un peu difficiles. Voilà. Donc avant de donner la parole à Chane, je veux vous rappeler que vous avez à votre disposition sur le Twitch un chat qui est dédié à notre présentation. Vous pouvez y poser donc toutes vos questions durant cette présentation et nous nous ferons une joie d'y répondre à la fin de cette présentation. Donc juste une petite contrainte, pour pouvoir poser ces questions sur le chat, vous devez vous inscrire et vous identifier sur la plateforme Twitch. Voilà, bon, il y en a pour quelques secondes, hein. Il faut donner un pseudo, un mot de passe et votre adresse mail. Voilà, je vous laisse maintenant avec Chane et Jonathan, en compagnie de qui vous allez passer un excellent moment. Chane, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Donc ravi d'être avec vous pour ce live. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'agilité. Alors l'agilité, c'est avant de partir là-dessus. Alors, je ne sais pas si le diapo arrive. Avant de partir là-dessus, donc je voulais dire que je suis coach agile et pour autant je n'ai pas pour mission au sein d'AFD ou au sein de nos clients de promouvoir l'agilité à tout prix. L'agilité, c'est un modèle parmi tant d'autres et parfois il y a des réussites, parfois il y a des échecs comme dans tous les modèles
Microsoft, Toyota, Google. Je pense que c'est des noms dont vous connaissez la plupart. Certains sont de plus petites entreprises que d'autres, mais globalement c'est mondialement connu. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, le fait que ces entreprises fonctionnent pour tout ou partie en agile. Donc ça peut paraître étonnant chez certaines entreprises où on a plutôt l'habitude de voir ça comme des mastodontes difficiles à manœuvrer. Attention, je dis bien pour tout ou partie en agile. Je ne dis pas que toute l'entreprise fonctionne en agilité. Alors l'agilité, c'est un petit peu, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme la ville de New York, on adore ou on déteste. Le sujet n'est évidemment pas de présenter l'agilité comme une solution à tous les problèmes existants. Là, cette présentation est surtout là pour vous donner envie d'en savoir davantage, faire comprendre qu'on peut en tirer parti, et de cet état d'esprit, en tout cas, même en restant conforme à des cadres beaucoup plus classiques. Alors, je vais... Et donc, simplement pour vous présenter la structure globale de cette intervention, on va parler au départ de pourquoi la par le budget versus le pilotage par la valeur. J'évoquerai quelques-uns des frameworks les plus répandus comme Kanban, Scrum, Safe. Je m'attarderai davantage sur le framework Scrum dont vous avez fortement entendu parler au moins deux noms, et je détaillerai quelques-uns des aspects de ce modèle qui correspond un peu à la colonne vertébrale de l'agilité dans beaucoup d'endroits. Ensuite, j'évoquerai certaines questions en rapport avec le fait que ce soit mieux ou forcément moins cher qu'ailleurs. On parlera d'exemples d'échecs liés à parfois de mauvaises compréhensions de l'agilité. On évoquera aussi la façon dont ça peut se passer à l'échelle. Ensuite, un certain nombre d'autres questions avant de passer directement aux questions-réponses. Alors, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à se dire, voilà, on va fonctionner selon des méthodes différentes, l'agilité? Alors, l'agilité c'est un terme, hein, donc je rappelle que quand on parle d'agilité au sens gouvernance projet, ça n'a rien à voir avec le mot agilité dans le langage courant. Le langage courant, ça veut dire que les choses peuvent être menées de façon légère, rapide, facile. Et donc, attention à ne pas confondre avec ça. Donc, l'agilité, ça correspond vraiment à un mot qu'on devrait presque enregistrer comme une marque. Néanmoins, la notion d'agilité en entreprise n'est pas née avec Scrum. En réalité, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle la roue de Deming, avec laquelle vous êtes peut-être familier déjà, qui était le résultat d'un certain nombre de travaux qui datent déjà de la fin des années 30, et où on avait déjà cette idée de ce qu'on appelle le PDCA, c'est-à-dire en fait le fait de planifier, de faire, de vérifier et ensuite d'ajuster. Et donc cette notion-là de roue de Deming amène à ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et donc ça date déjà de 1939, date de publication. Ensuite, vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler du mouvement Lean. Lean, en anglais, ça correspond à quelque chose qui n'a pas de gras, qui n'a pas de superflu. Et ça correspond justement à tout un ensemble de méthodes qui a été systématisé et marketé aux États-Unis, qui date des années 1950, donc ça date pas d'hier, et qui correspond aussi à un état d'esprit qui est compatible, voire ancêtre de la notion d'agilité aujourd'hui. Ensuite, il y a Toyota, qui a également lancé aussi un certain nombre de chantiers qui ont été repris complètement à la fois dans le Lean et dans l'agilité aujourd'hui, notamment avec ce qu'on appelle le Kanban, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, ça ne répond pas à cette question, pourquoi est-ce qu'on passe en agilité? Alors simplement parce que l'agilité correspond non pas au dernier mouvement en vogue, parce que la notion d'agilité, donc comme je viens de l'expliquer, date déjà de la fin des années 30, en termes de systématisation et de publication en tout cas, l'application dans l'industrie donc des années 40 et 50, et en réalité il y a eu beaucoup d'itérations, on peut dire, de cette façon de penser. Là actuellement par exemple, ce que vous voyez à l'écran, je vais vous faire une petite devinette, l'industrie a déjà appliqué les premiers principes de l'agilité depuis pas mal de temps, et là on a une espèce de cahier des charges extrêmement minimaliste, et donc que vous voyez à l'écran, donc un budget fixé, donc pas de possibilité de le bouger, une somme fixe,
de spécification, donc pas plus de 8,50 m entre la fenêtre et le couloir, autant d'étages que possible, une façade en calcaire et une date d'achèvement des travaux obligatoire. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous voyez qu'il y a autant d'étages que possible, et c'est ça en fait le caractère innovant de la méthode, c'est de se dire qu'on est en capacité de faire ce que l'on veut, entre guillemets, à partir du moment où un certain nombre de facteurs restent fixes. Là, en l'occurrence, le budget et la date de sortie. Et donc, c'est très important de comprendre ce autant d'étages que possible, parce que ça signifie, alors là, pour ceux qui l'ont deviné, il s'agit de l'Empire State Building, donc à New York. La construction s'est faite en 17 mois. Ça a été livré comme prévu le 1er mai 1931. Alors, certains me diront qu'ils aimeraient bien avoir les mêmes conditions pour leur propre maison. Un chantier qui finit à l'heure, c'est pas un chantier. Et donc cette construction en 17 mois qui est assez remarquable dans les règles de l'art est liée simplement au fait que cette phrase a été respectée à la lettre, c'est-à-dire autant d'étages que possible. Donc ça veut dire qu'en fait on a fait quoi? On a gardé un périmètre fixe, on a gardé une date fixe et on a simplement fait varier le périmètre fonctionnel quelque part, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécifié à l'avance le nombre d'étages que devait avoir cette tour. Alors, cette méthode, donc c'est pour illustrer un peu le fait que ça n'est pas né d'hier et que ça a déjà été appliqué avec succès à des exemples extrêmement connus. Et donc, sur l'image suivante, vous verrez que à l'heure actuelle, donc, ça mesure 381 mètres. La flèche, elle a été ajoutée en 1952 pour la petite histoire, pour que ça soit plus grand, hein, puisqu'il y avait eu des bâtiments qui avaient été construits entre-temps, il fallait dépasser. Ça fait 102 étages, il y a eu 3400 ouvriers qui se sont succédés jour et nuit sans aucun jour de repos. Bon, évidemment, aujourd'hui, je pense que ça fait partie des choses qui ne seraient plus vraiment possibles. Tout a été construit à raison de 4 étages par semaine, et à date prévue, on avait un bâtiment qui était inauguré. Donc, essayez d'imaginer aujourd'hui si ces aspects sont possibles. Alors, c'est tout à fait possible s'ils l'ont fait dans les années 30. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça illustre clairement les partis pris par les méthodes agiles. Alors, plus proche de nous, puisque là, bien sûr, on était sur un exemple ancien, eh bien, nous avons ici Airbus, qui en fait assemble des avions en construction par lot, qui proviennent de différents pays d'Europe. C'est découpé en petites équipes, et puis les réacteurs et le fuselage sont faits près de la Garonne, hein, à Toulouse et Bordeaux. Et la mentalité, c'est de se dire, voilà, on va tester au plus tôt, on va assembler un avion en 1 à 3 semaines. Et là, ici, juste pour l'anecdote, j'y étais là, à droite en 2015, sur le fait qu'il y avait une mêlée de Scrum qui était là pour célébrer les bienfaits de la méthode et le fait que ça fonctionne. Hein. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous se rendent compte, mais assembler un avion en 1 à 3 semaines, c'est quand même un exploit incroyable quand on voit le niveau de complexité que représente un avion. Et tout ça est rendu possible grâce à la méthode, à l'application relativement stricte de la méthode. Alors, donc pourquoi l'agilité, pour finir de répondre à cette question? Eh bien, on est dans un environnement qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus difficile à appréhender, les choses évoluent en permanence, et donc on est obligé finalement de recourir à des méthodes qui tiennent compte finalement de l'évolution des besoins au fil du temps. Donc ça veut dire que si jamais on est dans une logique à l'ancienne, entre guillemets, en tout cas sur une logique que tout le monde connaît plus ou moins, c'est-à-dire la logique qui gouverne le cycle en V, le waterfall, donc la cascade et autres, c'est de se dire on spécifie en amont, et puis après on va passer à la réalisation technique, et après on passe au test. Bon, le problème c'est que, regardez, je pense que vous connaissez tous plus ou moins cette caricature humoristique qui illustre un petit peu les écueils, hein, de la gestion de gros projets sur une longue durée. Vous voyez que là, le client il a exprimé son besoin d'une certaine façon, le chef de projet l'a compris d'une autre, l'ingénieur l'a conçu d'une façon peut-être un peu discutable, même si ça fonctionne, comment le programmeur l'a écrit, comment le responsable des ventes l'a écrit, comment le projet a été documenté, donc petit clin d'œil au fait que souvent les projets sont insuffisamment, voire pas documentés, ce qui finalement a été installé, donc souvent pour dire que la promesse marketing n'est pas toujours tenue, que
le client a été facturé peut-être un peu beaucoup en comparaison avec la valeur délivrée, comment la hotline répond aux demandes, donc ça c'est souvent une conséquence aussi de la façon dont le projet a été mené, et ce dont le client avait réellement besoin. Donc vous voyez là le pneu attaché qui montre bien que finalement même le client au départ n'avait pas forcément conscience de la réelle nature de son besoin. Et en fait c'est là tout le problème, c'est que quand on mène un projet, souvent on part du principe que le client sait ce qu'il veut, que ses besoins sont bien compris et que finalement il suffit de transmettre ses besoins au travers de spécifications correctement détaillées pour faire en sorte que tout se déroule dans les règles de l'art jusqu'à une certaine date. Alors là, je pense que ce schéma est familier à la plupart d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, donc je présente ce qu'on appelle le cycle en V, à cause de la forme précisément des process qui sont là à l'œuvre. Donc au départ, on a un client qui va d'abord spécifier des besoins qui vont être mis en forme par la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, ça va donner lieu à des spécifications, puis à une conception générale, c'est-à-dire à une approche solution, puis une conception détaillée, c'est-à-dire la réalisation technique qui va se mener, et en parallèle, et ça fait partie des progrès par rapport aux méthodes de type cascade, eh bien, vont être menées des phases qui correspondent aux différentes étapes de spécification et de réalisation. Donc à savoir là, test unitaire, test d'intégration, validation, etc. Et à la fin, recette, c'est-à-dire le fait qu'on vérifie que les besoins qui avaient été exprimés au départ correspondent réellement à la solution. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de dézinguer comme ça d'un bloc tout ce qui aurait de mauvais en cycle en V. On sait tous que ça peut tout à fait fonctionner. Mais je pense que nous avons tous eu l'expérience d'au minimum un, voire plusieurs mornés, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'en fait, le besoin ou les marchés ayant évolué entre-temps, entre le temps de la spécification et le temps de la sortie de la solution réalisée, il y a ce qu'on appelle un effet tunnel. Quand il y a un temps qui est trop long qui s'écoule entre les deux, on se retrouve finalement avec une solution qui va être inadaptée, même par rapport à ce que le client avait spécifié au départ. Alors pour éviter un peu ce problème, on se dit on va essayer de faire en sorte que plutôt que d'avoir des grandes étapes qui se succèdent, on essaye de procéder davantage par itération. Et pour cela, on va se concentrer sur qu'est-ce qui est variable, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur la façon dont on va valider la stratégie pour mener le projet. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on pilote par le plan, qu'est-ce qu'on fait quand on pilote par la valeur. Alors là, le pilotage par le plan, c'est l'approche la plus classique, c'est le fait de se dire que le périmètre, il est figé, c'est-à-dire que les fonctionnalités sont citées et on doit toutes les avoir. Elles ont été spécifiées, elles ont été demandées par le client, on doit tout lui donner. Donc, si c'est une voiture, effectivement, il faut que votre voiture elle soit terminée et qu'il ne manque rien. Par contre, la partie variable, ça va être le coût, le délai et la qualité. Donc, ça veut dire, par exemple, que vous courez le risque d'avoir une voiture certes complète, mais peut-être pas dans les délais qui auront été impartis au départ, et encore moins avec la qualité qui a été promise. Et ça, malheureusement, on sait tous que ça arrive. À droite, on a une autre proposition, c'est celle de dire, plutôt que de piloter par une forme de planification avec un périmètre imposé, eh bien on va inverser ce triangle et dire que finalement on va fixer le coût et les délais, puisque l'une des nombreuses plaintes des clients, c'est de dire vous m'avez promis la lune pour tel tarif et finalement vous m'avez donné l'arbre du voisin pour un coût pharaonique, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Et là, eh bien face à ça, on peut inverser la pyramide de pilotage et dire on va plutôt fixer le coût et le délai, pas de surprise pour le client. On va rester exigeant sur le niveau de qualité. En revanche, on va prévenir le client que le périmètre, lui, il est susceptible de varier. Alors souvent, ça c'est une approche qui dérange un petit peu parce qu'on se dit mais c'est quand même un peu facile votre histoire. On va dire voilà, ça coûte 10 millions, il va y avoir, ça va être fait à telle date. Et puis finalement, au début, vous promettez un iPhone et puis à la fin, vous sortez une brique avec rien qui fonctionne. Est-ce que vraiment le client est prêt à accepter ça? Alors attention, non. On peut faire varier le périmètre, mais dans des valeurs qui restent acceptables. C'est-à-dire, il faut que ça soit fonctionnel et que ça corresponde quand même à une production de valeur pour le client.
à savoir quelque chose qui va être utilisable et qui va quand même déjà apporter l'assentiment des utilisateurs. Donc là, ici, vous avez une comparaison entre la façon dont on peut conduire de façon traditionnelle, entre guillemets, un projet, sans que ça n'ait rien de péjoratif, je le répète, et une conduite plutôt sur un paradigme agile de conduite de projet que vous voyez en bleu foncé. Alors en fait, l'intérêt, c'est d'éviter un petit peu le gaspillage, c'est-à-dire d'éviter de produire pour rien, finalement, des éléments qui vont prendre du temps et qui vont prendre de l'argent, pour finalement une valeur produite à la fin, qui n'est pas en regard avec cette consommation de ressources. Je pense que tout le monde sait que parmi les plaies de la gestion de projet, c'est le fait que les dates glissent, les coûts dérapent, et finalement au bout, on n'est pas forcément content de ce qu'on obtient, parce que souvent, même si c'est ce qui a été demandé, on l'obtient trop tard. C'est pourquoi l'agilité propose une autre façon de présenter le projet au client. C'est celle de dire, ben voilà, on s'organise de manière à délivrer de la valeur de façon extrêmement fréquente, en continu, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'en continu, ça veut dire qu'on va dire à l'avance que voilà, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on aura des incréments de valeur supplémentaires et donc qui vont faire patienter jusqu'à l'obtention d'une version réellement pleinement fonctionnelle. Donc même si cette valeur est petite, et ça c'est extrêmement important, on ajuste aux besoins par incrément. Donc c'est ce qu'on appelle une démarche itérative et incrémentale. Itérative parce qu'on boucle de A à Z à chaque fois sur les mêmes cycles de production, et incrémentale parce qu'on rajoute des fonctionnalités et de la valeur surtout à chaque fois. En fait, si on se plaint souvent des mises à jour fréquentes de logiciels, par exemple, je pense qu'on est tous au courant, que ce soit les applications sur les téléphones ou les logiciels, mais en fait, indépendamment du fait que le client est captif et que ça peut effectivement arranger l'éditeur, ça permet aussi la sortie rapide d'un produit et finalement de l'adapter aux besoins du client selon les remontées utilisateurs, que l'on n'aurait pas eu si on avait attendu très très longtemps avec un budget finalement terminé là-dessus. Donc, si je résume, en gros, le principe de l'agilité, pourquoi est-ce qu'on adopte un schéma de travail agile? C'est parce qu'on constate que finalement, la plupart du temps, le client, ce qu'il veut, c'est avoir quelque chose dans les temps et ne pas avoir de dérapage sur les coûts. Et finalement, on se rend compte qu'en termes de satisfaction client, le client préfère avoir quelque chose, même si c'est un petit peu moins que ce qu'il avait demandé au tout départ, et savoir que petit à petit, on va tenir compte de ses retours pour pouvoir faire évoluer le périmètre fonctionnel qui sera livré. Alors je vais présenter un petit peu de façon assez rapide les frameworks les plus répandus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un framework? En fait, c'est une proposition de cadre de travail, comme le nom l'indique. Ce n'est en aucun cas une méthode au sens strict, c'est-à-dire c'est en aucun cas une recette de cuisine qui doit être appliquée à la lettre. C'est d'abord un état d'esprit qu'il faut acquérir, une compréhension du pourquoi de cet état d'esprit, pour pouvoir ensuite effectivement utiliser des outils qui vont nous mener aux bonnes réalisations. Donc c'est d'abord un état d'esprit, et donc les outils doivent être mutualisés à partir du moment où cet état d'esprit est compris. Et donc j'insiste sur le fait que faire de l'agile n'est pas être agile. Il y a une très grande confusion entre les deux et j'y reviendrai. Donc c'est un cadre de travail sur de nouvelles méthodes qui sont collaboratives pour davantage de productivité, et on veut essayer aussi de ne pas augmenter la charge de travail individuelle, c'est-à-dire de faire porter davantage sur le collectif et moins sur l'individu. Mais pour ça, ça passe par la responsabilisation des acteurs et des équipes, le fait que chacun sache ce qu'il a à faire et quand, l'autonomisation des individus et des groupes, et l'insistance sur le fait qu'on va piloter par la valeur à délivrer. Et quand je parle de valeur, on peut parler de valeur fonctionnelle et pas uniquement de valeur uniquement d'un point de vue dépenses budgétaires. On passe par du management visuel. On a des instances courtes avec un objet précis, des ateliers collaboratifs plutôt que des réunions, de la facilitation, une certaine forme de circulation de l'information et de la transparence. Alors, pour vous présenter très rapidement le framework Scrum sur lequel je vais revenir un petit peu par la suite, en fait, voilà, c'est ce schéma qui va suivre, voilà, qui représente les process qui sont prévus dans le framework Scrum. Il y a différents rôles qui sont définis d'avance, et ça c'est très important, c'est-à-dire que chacun a un périmètre d'action bien précis. Tout ça est gouverné par une forme une vision,
il y a un certain nombre de cérémonies qu'on doit mettre en place. Ensuite, des outils qui sont utilisés au service de ces cérémonies et un cycle, le tout cadencé par un cycle précis également. Donc Scrum, en fait, c'est plus ou moins un ensemble de prescriptions assez rigides, et c'est là où il faut surtout pas s'égarer. Les gens pensent que agilité, c'est souplesse. Et là, il y a vraiment une grosse confusion. Non, c'est pas souplesse, c'est souplesse sur le périmètre, mais uniquement sur le périmètre. Tout le reste, au contraire, doit être extrêmement rigide. S'il n'y a pas de rigidité sur le reste, il n'y a pas assez de rigueur. Si vous vous mettez à mettre de la souplesse absolument n'importe où, eh bien, on obtient le grand n'importe quoi et vous n'aurez absolument rien de qualitatif à la fin. Alors, je ne sais pas la diapo si elle est arrivée. Si vous voyez le diapo sur Scrum, donc oui. Simplement c'est... Oui, vous la voyez? C'est bon. D'accord. Donc en fait, voilà, vous avez une vision qui gouverne l'activité de l'équipe. Ensuite, vous avez le découpage d'un certain nombre de tâches à faire, ce qu'on appelle les user stories. Vous avez ce qu'on appelle le backlog du produit, c'est-à-dire en fait la liste de courses pour réaliser la solution. Vous avez une priorisation à faire dans cette liste de courses. Et ensuite, vous avez le backlog du sprint, c'est-à-dire en fait vous avez des périodes de réalisation qui vont rythmer en fait la vie de l'équipe Scrum. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, puisqu'en fait là je fais d'abord un bref balayage en fait des différentes méthodes dont on peut entendre parler. Donc Scrum, c'est une méthodologie extrêmement répandue et qui gouverne en gros la vie d'une équipe de réalisation sur un projet. Parmi les frameworks les plus répandus, vous avez également ce qu'on appelle le Kanban, qui a été popularisé notamment chez Toyota. Kanban en japonais, ça signifie le panneau de signalisation, simplement, parce que dans les salles de production, en fait, ou dans les salles plutôt de planification, vous aviez une espèce de grand panneau sur lequel des fiches étaient épinglées. Et ces fiches étaient épinglées en fonction de la ventilation de l'état des tâches. Donc en fait, ça a été l'idée géniale de Ono, qui a été l'un des grands conceptualisateurs de cette méthode chez Toyota, qui a été reprise ensuite par les Américains et qui ensuite nous est parvenue, comme souvent, avec un peu de décalage. Donc vous avez plusieurs colonnes. Là, vous voyez, si vous voyez le schéma, que vous avez une colonne à faire, une colonne en cours, une colonne à tester, une colonne terminée. Alors bien sûr, en fonction des réalités de l'entreprise en question ou de l'équipe en question, vous aurez plus ou moins de colonnes. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, vous faites circuler des différents tickets. Alors ces tickets peuvent prendre une forme numérique, ou peuvent simplement être en management visuel filmique, comme des post-it. C'est à gauche dans la liste des choses à faire, la liste de courses en gros, c'était déjà priorisé en fonction de la valeur relative. C'est-à-dire quand vous avez du must-have, ça veut dire que c'est absolument obligatoire parce que c'est quelque chose d'important. Should-have, ça veut dire que ça serait mieux de l'avoir, mais c'est pas forcément obligatoire. Et puis could-have et won't-have. Won't-have, ça veut dire qu'a priori on élimine le ticket, ça ne sert à rien. Could-have, c'est bon, si on a un petit peu de bande passante, on le prend, mais c'est pas grave si on ne le fait pas. Donc là, on fait circuler les tickets en fonction de la phase à laquelle on se situe. Et ensuite, on aboutit au statut terminé. Et donc, pour la petite histoire, c'est ce qui a donné lieu à la méthode du JIT, c'est-à-dire du Just in Time, donc du flux tendu, qui a toujours cours de nos jours dans beaucoup d'industries. Donc ça, c'est la méthode dite Kanban. Alors, il existe aussi une méthode intermédiaire, en fait, du Kanban. Et cette méthode intermédiaire s'appelle le Scrumban. En fait, c'est un mélange, entre guillemets, du Scrum et du Kanban. Vous avez le fameux Kanban avec le panneau avec les tâches à faire évoluer en fonction de leur statut. Mais en plus, vous avez aussi ce qu'on appelle des limites d'encours, c'est-à-dire qu'en fait, vous tenez compte du rôle, de la charge des équipes. Et ensuite, on tient compte également du fait qu'on est d'accord sur ce qu'il faut faire pour qu'une tâche soit terminée ou en tout cas change de statut. Donc il y a des normes en fait qui sont adoptées, qui sont beaucoup plus rigides entre guillemets sur le Kanban, plutôt plus rigoureux. Donc il n'y a pas de, je le précise là si vous voyez le tableau qui est à l'écran, donc sur les frameworks les plus répandus, il n'y a pas à proprement parler
parler de supériorité d'un framework sur l'autre. C'est juste des outils plus ou moins adaptés en fonction de la structure de l'équipe, des besoins en termes de réalisation, si on est sur du flux tendu ou pas, etc. Donc une équipe qui à un moment donné fonctionnait en Kanban, par exemple, parce qu'ils étaient sur des projets qui relevaient par exemple beaucoup du run, et en run on est plus souvent sur du flux tiré, eh bien c'est du Kanban. Finalement, on va dire qu'ils vont intégrer une équipe de réalisation en parallèle. À ce moment-là, ça peut justifier l'utilisation du framework Scrum davantage que le Kanban, puisqu'on va être sur l'itératif incrémental avec un début, une fin sur chaque période, alors qu'en Kanban, il n'y a ni début ni fin. Sinon, vous pouvez avoir une vision beaucoup plus rigoureuse du Kanban, simplement en l'adaptant vers du Scrum. Alors, parmi les frameworks les plus répandus, là, j'ai évoqué les frameworks qui dictent un petit peu les bonnes pratiques au niveau des équipes elles-mêmes. Mais évidemment, il existe également des frameworks, donc des modèles, qui permettent d'ordonner le travail de plusieurs équipes, voire d'entreprises entières. Parmi les équipes, les modèles les plus répandus, vous avez Nexus, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui correspond à la réalisation finalement à peu près sur le même modèle que le Scrum, mais sur davantage d'équipes, puisque là on parle de 3 à 9 équipes Scrum. C'est un framework qui n'est pas excessivement répandu, qui correspond à des réalités qui sont finalement à des cas d'usage qui ne sont pas suffisamment fréquents pour une adoption massive. Néanmoins, ça garde toutes ses qualités. Ensuite, parmi les frameworks répandus, vous avez ce qu'on appelle le DAD, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Disciplined Agile, et donc c'est ni plus ni moins du Scrum qui a été adapté à un certain nombre de besoins et qui est particulièrement intéressant quand vous êtes sur quelques équipes qui doivent collaborer et souvent avec des niveaux d'adhérence relativement faibles. Ensuite, parmi les frameworks répandus, célèbres et qui commencent à vraiment être très intéressants à vendre à nos clients, eh bien, il y a la méthodologie SAFe. Alors, méthodologie, j'utilise le mot abusivement, hein, mais vous avez compris, il s'agit d'un framework. Donc, SAFe signifie Scale Agile Framework, c'est-à-dire un framework d'agilité à l'échelle. Et c'est à l'heure actuelle dans le monde le seul framework qui envisage vraiment l'usage sur une entreprise entière. C'est-à-dire qu'on peut aller de quelques équipes jusqu'à une entreprise entière. C'est un modèle qui est d'autant plus intéressant que les entités sont grosses. Pour autant, c'est pas quelque chose de facile à mettre en œuvre. Là, c'est actuellement ce qu'on est en train de mettre en place chez le client chez lequel j'interviens à l'heure actuelle. Ça peut être extrêmement difficile, ça peut être assez long, ça peut se compter en années. En revanche, le résultat est souvent intéressant, c'est-à-dire même quand on n'arrive pas à mettre en place la totalité de ce qu'il est possible de faire avec ce framework, il y a toujours un niveau de retour sur investissement qui reste quand même assez intéressant. Des exemples de naufrages sous SAFe, il y en a, mais ce sont toujours des naufrages partiels, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que souvent le client va parfois être de mauvaise foi en disant que c'est pas exactement ce qu'il avait demandé et c'est pas aussi agile qu'il l'imaginait. Néanmoins, quand on calcule le retour sur investissement, le client est obligé de reconnaître que par rapport à avant, ça reste moins mauvais, pour ne pas dire souvent mieux. Donc là, ici, vous voyez, c'est juste le schéma d'implémentation de SAFe qui vous donne une idée des grosses étapes. Alors attention, le framework SAFe est très intéressant. Il évolue à chaque fois de façon itérative, comme toute bonne méthode agile. La version 5 est sortie il n'y a pas très longtemps. Et à chaque fois, il y a prise en compte de l'évolution du marché et des besoins. Et c'est pour ça que c'est une méthode qui est assez suivie, puisque c'est la seule méthode à l'échelle qui soit vraiment implémentée en masse. Pour autant, ce n'est pas une solution universelle. Je vais désormais vous parler plus précisément de la méthodologie, enfin en tout cas du framework Scrum. Je vais essayer de le faire assez brièvement, j'ai peut-être pris un peu trop de temps de présentation. Notamment, donc Scrum est parti en fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que on est parti du principe que le monde est complexe, les besoins évoluent assez rapidement et que donc on doit avoir des équipes de conception et de réalisation qui sont capables de faire face à du changement en cours de route. À cela, donc, il y a eu des essais sur du Lean, donc le fait d'optimiser les processus et d'éviter le gaspillage. Alors avec des abus, puisque autrefois, si vous débarquez chez quelqu'un en disant, enfin dans une entreprise,
disant que vous étiez le consultant Lean, souvent vous étiez un peu la personne à abattre ou la personne qu'il fallait faire tomber dans l'escalier parce que vous étiez là pour empêcher le gaspillage et donc ça voulait dire aussi que vous étiez assimilé à une espèce de cost killer. Donc quand je parle de Lean, je parle évidemment pas de cet aspect-là, mais de l'aspect optimisation des méthodes de travail. Donc le Lean, il y a eu des courants dans l'IT à proprement parler et en particulier dans la programmation, le développement logiciel, dont l'Extreme Programming, dont on a eu quelques pratiques qui se sont greffées à ce qu'on a appelé ensuite Scrum. Et en fait en 2001, un certain nombre de développeurs de très haut niveau se sont réunis pour réfléchir ensemble en fait à tout ce qui posait problème dans la délivrance des logiciels jusque-là. Donc ce sont que des gens extrêmement connus qui ont un niveau d'expérience et d'expertise qui était reconnu mondialement. Et ils ont pondu ce qu'on appelle un manifeste agile. Alors ce manifeste agile, souvent les gens le prennent un peu comme parole d'évangile et ça me gêne un petit peu. C'est simplement des grands principes qui sont effectivement très importants et très intéressants et qui devraient normalement guider toute gestion de projet, et j'ai envie de dire presque tout fonctionnement d'entreprise, et qui se résument finalement à dire que en gros, les interactions sont plus importantes que les processus et les outils, les interactions entre êtres humains et entre équipes, que les outils donc ne sont pas là à mettre en premier, donc c'est processus-outils au second plan, interaction au premier plan. Et si on est sur la partie génie logiciel, de dire qu'on préfère des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive qui ne sera pas lue. Le point le plus important à mon avis, enfin l'un des points les plus importants, c'est la collaboration avec les clients plus qu'une forme de négociation contractuelle, c'est-à-dire que en gros c'est le contrat de confiance, pour prendre un slogan bien connu. Et surtout, et à mon avis c'est peut-être le point le plus important à retenir, l'adaptation au changement, plus que le suivi du plan initial. Donc ces 4 principes sont la base du manifeste agile en 2001. Vous tapez Agile Manifesto sur Google et vous l'aurez. Et c'est resté la base de la méthode Scrum en fait, c'est-à-dire d'une méthodologie, d'un ensemble de pratiques qui a été fait pour faire en sorte que les gens n'aient pas à réfléchir sur la façon de s'organiser pour que ces 4 grands principes soient respectés. Donc ces 4 grands principes édictent en fait sont édictés en fait régulièrement par ce qu'on appelle le Scrum Guide, qui est publié, qui est révisé régulièrement. La dernière version date de fin 2020 d'ailleurs. Elle est traduite régulièrement en pratiquement toutes les langues. Si vous tapez Scrum Guide français sur Internet, vous l'aurez en version française. Et vous verrez que c'est extrêmement pragmatique en fait. Parce que le but de Scrum, si je paraphrase, c'est de pouvoir développer, livrer et maintenir, et j'insiste, ça veut dire que le run est concerné aussi, des produits complexes. Donc tout le guide contient une définition de ce qu'est le Scrum, c'est-à-dire les rôles des différents acteurs, les événements, les artefacts, et puis tout ce qui lie tous ces éléments ensemble. Donc là ici vous voyez sur le schéma qu'il y a différents rôles qui sont définis, des rôles qui jusqu'à présent n'existaient pas. Alors attention à la terminologie, il s'agit bien de rôle, il ne s'agit en aucun cas d'un poste au sens strict du terme. Et là il y a une grosse confusion souvent dans les entreprises, puisque vous allez en entreprise, on va dire c'est quoi la fiche de poste. Et ça met parfois les équipes agiles un peu en porte-à-faux, en tout cas les accompagnants agiles un peu en porte-à-faux, parce qu'il faut faire un peu d'évangélisation pour faire comprendre que ces rôles peuvent être incarnés par des postes qui ne sont pas forcément ceux pressentis pour le rôle. Donc ici, le PO est celui qui détient le produit, c'est-à-dire qui est responsable en fait du produit. C'est celui qui va faire en sorte de répondre aux attentes de l'utilisateur final. Le Scrum Master, c'est quelque chose qui est assez en vogue, c'est celui qui est le monsieur organisation, il va faciliter les échanges et l'amélioration de l'équipe, et donc c'est le grand facilitateur. C'est à la fois le gardien de la méthode, c'est celui qui sera là pour rappeler le caractère rigide de la méthode, et en même temps assouplir ce qui peut l'être, mais rappeler le côté rigide de certains principes qui, eux, ne doivent pas être compromis. Et ensuite, vous avez bien sûr l'équipe de réalisation, dont le but, bien évidemment, est de réaliser le meilleur produit possible avec les moyens qui leur sont donnés. Et donc, ça veut dire que vous avez une espèce de triptyque vertueux qui correspond en fait à une espèce de croisement des différents rôles
sur la dimension fonctionnelle, la dimension organisationnelle et la dimension technique. Et ce qui est important, c'est que le schéma montre bien qu'on n'est pas sur des cercles concentriques, on n'est pas non plus sur des cercles qui sont tangents, on est vraiment sur des cercles qui sont en intersection, parce qu'en réalité, il y a toujours des aspects sur lesquels la collaboration est requise. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté quelqu'un qui est responsable exclusif d'une dimension donnée, par exemple uniquement de la partie fonctionnelle, quelqu'un qui est juste monsieur organisation et il se débrouille tout seul, et des gens qui réalisent dans leur coin sans avoir non plus besoin de collaboration. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que cette dimension collaborative est vraiment la colonne vertébrale de la méthode Scrum. Donc ce que je voulais vous dire aussi, alors attendez, parce que je me suis un peu trompé en cliquant, c'est que cette méthode, donc, elle est cadencée, et c'est ce qui fait sa grande force, c'est qu'en fait les gens n'ont pas besoin de se poser de questions sur le qu'est-ce que je dois faire à quel moment. Il y a tout un cérémonial, ou plutôt un folklore qui y a autour de Scrum, et qui fait partie des éléments qui donnent des boutons à certaines personnes, parfois avec raison, parce qu'il y a une terminologie à part. Déjà, qu'est-ce que c'est un sprint backlog, sprint review, etc. En fait, c'est des noms qui sont donnés à des éléments qui sont souvent connus de tout le monde, mais pour éviter qu'on assimile ça à la façon habituelle de procéder, on a inventé des noms nouveaux, de façon à ce qu'on identifie bien le fait que là, on est dans une méthodologie, un état d'esprit différent. Pour autant, ça ne suffit pas. Par exemple, là, si je regarde le schéma qui s'est affiché, vous avez les clients, très important, hein, si vous n'avez pas les clients au contact de l'équipe, ça ne sert à rien, vous ne faites pas du Scrum, vous ne faites pas de l'Agile non plus. Vous avez un PO qui va prioriser les réalisations à faire, une équipe donc, qui va faire des choix ensemble sur ce qu'ils vont réaliser sur la période donnée. Ça va être rythmé par ce qu'on appelle des sprints, c'est-à-dire des périodes d'itération. C'est-à-dire que chaque période d'itération va être identique à elle-même à chaque fois. Ces sprints peuvent être des sprints de 2 ou de 4 semaines, mais c'est fixé de façon définitive. C'est-à-dire que si c'est 4 semaines, ça reste 4 semaines. Si c'est 2 semaines, ça reste 2 semaines. Et la périodicité et le contenu ne doivent pas changer. Et c'est ça qui est rigide dans la méthode Scrum et qui fait son intérêt. C'est que vous protégez l'emploi du temps et les responsabilités des équipes. Si au cours d'un sprint, à un moment donné, vous faites polluer en disant « Ah, finalement, là, un tel, il est en vacances, etc., on va reporter, on prolonge le sprint d'une semaine », non, ça, c'est pas possible. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais j'insiste sur le caractère rigide de la méthode, et ça, c'est pas bien compris. Pour que cette méthode fonctionne, c'est des règles très simples, compréhensibles par tout le monde, mais des règles extrêmement rigides. Donc, le Scrum, c'est très léger du point de vue dispositif, puisque finalement vous avez des rôles à définir, vous avez quelques événements, certains, enfin pour la plupart faits en équipe, qui sont définis au sein d'une période donnée, et tout ça se répète de manière itérative et, je le rappelle, incrémentale, puisqu'à chaque fois vous êtes censé avancer bien sûr dans le projet. C'est simple à comprendre, pour autant c'est très difficile à maîtriser, et j'insiste, il y a plein de gens qui pensent que Scrum, c'est facile, ça tient en quelques pages, Scrum Guide, super, voilà. C'est facile, on fait ça, bah, c'est bon, à partir de la semaine prochaine, on va tous être agiles. Oui, alors honnêtement, si c'était vrai, moi je ne ferais pas ce métier. S'il y a des coachs agiles, c'est précisément parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tout le monde sait lire et écrire, et la plupart du temps dans les équipes, il y a beaucoup de gens très intelligents. Donc c'est pas un problème de compréhension, c'est un problème de difficulté à mettre en œuvre, à changer des habitudes. Et c'est de ça dont il est question. Alors, Scrum, en fait, souvent on oublie en fait, à force de mettre en place des éléments en rapport avec du Scrum, les gens se disent bah, je fais du Scrum puisque j'ai des cérémonies, j'ai 3 rôles, c'est bon, je fais du Scrum, je suis agile. Attention, il y a une dimension stratégique et il y a une dimension tactique qu'il ne faut pas oublier. Il faut récolter des feedbacks et des performances à mesure qu'on produit. On a une vision, mais on l'adapte si jamais cette vision ne correspond plus aux besoins. On planifie, c'est pas parce qu'on fait de l'agile qu'on ne planifie pas, c'est juste qu'on planifie sur des itérations courtes. Et on suit les réalisations pendant les itérations, on ne fait pas n'importe quoi. Là ici, juste un petit schéma un petit peu humoristique sur le rôle du Scrum Master, qui est souvent l'un des rôles les plus mal compris en fait. Souvent les gens pensent que le Scrum Master c'est un manager, c'est pas un manager,
c'est pas forcément un leader non plus, c'est vraiment le grand facilitateur. Donc il peut être leader, hein, c'est pas forcément une mauvaise pratique, mais ça dépend complètement de la configuration des équipes. Et donc là, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il est? Il est surtout un enleveur d'obstacles, un facilitateur pour éviter ou prévenir les conflits, éviter tout ce qui peut empêcher de travailler. C'est un coach à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle d'équipe. C'est en même temps l'enseignant, entre guillemets, dans le sens où par rapport à la méthode, c'est lui qui doit rappeler comment on fait. Ça peut être un servant leader. Pour moi, c'est pas un manager, c'est pas un agent de change. Est-ce qu'il peut être un mentor? Dans certains cas, oui, notamment dans le cas d'équipes où il y a quelques juniors à bord, ça peut aussi avoir ce rôle. Alors, parmi les éléments qu'on utilise en Scrum, parce qu'il y a des gens qui disent bon, c'est bien gentil ton truc, mais ça a l'air quand même d'être du grand n'importe quoi. Les gens font ce qu'ils veulent, ils s'organisent eux-mêmes, le management n'a pas trop le droit de leur taper dessus pendant qu'ils sont en train de réaliser. C'est quoi ça? Et nous, comment on sait qu'ils font quelque chose? Eh bien, rassurez-vous, cette dimension n'a pas été oubliée. On mesure la performance. Il y a des indicateurs en Scrum, alors qui valent ce qu'ils valent, et dont il ne faut pas oublier la dimension humaine. Et vous voyez, par exemple, parmi les indicateurs qui sont utilisables et utilisés, vous avez ce qu'on appelle le burn down chart, c'est-à-dire la carte de consommation, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez dépensé en fait en termes de ressources pendant le sprint. Et ensuite, vous avez aussi une vision plus optimiste et à mon avis plus conforme à ce que est censé être Scrum. C'est plutôt ce qu'on appelle la release burn up chart, c'est-à-dire ce que vous avez réalisé, donc ce sur quoi vous avancez. Donc moi je préfère parce que ça monte psychologique, et aussi c'est parce que ça met l'accent justement sur la délivrance de valeur qui fait partie des points forts en fait de Scrum. On essaye de faire en sorte d'augmenter la prédictibilité des équipes. Alors qu'est-ce qu'on appelle la prédictibilité? C'est la capacité notamment des équipes à réaliser quelque chose dans un temps donné, et donc ça forcément cette prédictibilité elle augmente à mesure qu'on avance dans le temps, à mesure qu'on avance dans les itérations, et c'est ce qui fait aussi la force de cette méthode, c'est qu'entre le début et la fin d'un projet entre guillemets, l'équipe a progressé, il y a eu de l'amélioration. Et ça, c'est du capital qui est là pour la suite, que ce soit pour du run ou que ce soit pour un projet ultérieur. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi des KPI, hein, c'est un nom qui est très à la mode, puisque la culture de la mesure est quand même à la mode dans l'IT actuellement, et dans les télécoms aussi. Les KPI, donc les Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance, en agilité existent aussi, et si les gens aiment les graphiques, on a toujours des choses à montrer au management. Attention par contre, à la surchauffe. Hein. Attention, alors bien sûr les jours off, tout ça, il y a des tas de choses qui deviennent interdites en Scrum, je reviendrai là-dessus si un jour on traite la question en détail. Le cadre donc doit être rigide et rigoureux, les règles peuvent être simples. Attention cette fois-ci à un élément particulièrement prégnant en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui disent moi j'ai des Scrum Masters, j'ai des PO, j'ai des équipes organisées, pourtant ça marche pas. Ils espèrent que ça améliorera la productivité des équipes. Ils disent ouais, on est censé réduire le time to market, tout ça, mais ceci dit, il n'y a pas de priorisation par la valeur. Ils cherchent à suivre un plan détaillé. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'autonomie, y compris budgétaire. Il n'y a pas de bienveillance. Bref, la moitié de Scrum manque et les gens disent Scrum ça ne marche pas. Alors précisément, Scrum, c'est pas la méthode magique, ça a des limites. Je peux laisser notamment Jonathan en parler. Voilà, c'est pas magique. Jonathan, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Pas de souci. Déjà, je vais redonner un petit peu mon contexte. Donc, moi, je travaille dans le secteur de l'énergie. Et ça fait plus d'un an que nous, on a entamé un petit peu une transition sur l'agilité. Donc, j'ai connu vraiment les deux modèles et la transition, qui ne sont pas les périodes les plus sympathiques. Mais une des limites qu'on se posait à un moment aussi, c'était issu d'un constat actuel où on a constaté que de plus en plus, on avait quand même une distance qui s'était installée entre les métiers de l'IT et les métiers du terrain. Et dans nos objectifs qu'on avait, c'était de pouvoir résorber et travailler sur la résorption de cet écart-là et de répondre au mieux aux besoins des métiers. Donc, une des questions et des limites qu'on se posait, c'était est-ce que l'agilité, elle favorise les interactions du coup, avec le client et les métiers? Et je pense qu'au vu des éléments que Sean a déjà présentés avec les différentes organisations, donc moi j'ai un rôle, je ne travaille pas en équipe agile, je suis plus d'un point de vue client. Et c'est moi qui vais travailler un petit peu avec les différents product owners sur les trajectoires
des outils et potentiellement, vu que je travaille sur plusieurs outils, la trajectoire aussi un petit peu de l'entreprise. Donc au final, on a des événements qui s'appellent les sprint review, auxquels on peut participer et partager avec les différentes équipes sur la sortie d'un incrément sur un produit. Et dans ces événements, on échange un petit peu les différentes opportunités qu'on identifie. On fait également un état des lieux et un retour sur l'incrément qui sort du sprint. Et on donne un petit peu le niveau de satisfaction des utilisateurs par rapport aux incréments qui sortent des sprints précédents pour justement travailler un peu sur l'amélioration continue. Donc on a aussi eu l'opportunité d'intégrer un panel d'utilisateurs, parce que souvent dans ces sprint reviews, on a des démos qui sont faites sur les nouvelles fonctionnalités d'un produit ou justement sur l'incrément qui sort. Et ça nous permet vraiment de faire un feedback. Alors aujourd'hui, je crois qu'on a des sprints d'un mois chez nous. Donc tous les mois, on a des sprint reviews où on voit un petit peu ce qui sort sur le produit, et on a vraiment une boucle d'amélioration qui est assez réduite et qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs sur la stratégie un petit peu du produit, voire même d'un ensemble de produits, parce que comme je le disais, je travaille sur plusieurs produits. Voilà, je te rends la parole, Shan. Oui, merci beaucoup, Jonathan. Alors, c'est d'autant plus intéressant que précisément ce qui manque en général dans les retours sur Scrum, sur la méthode agile de manière générale, ce sont les retours des clients. En général, on a souvent les équipes de réalisation ou le management en rapport avec les équipes de réalisation qui donnent leur avis, mais la partie client souvent s'exprime pas, ou on leur donne pas la parole en fait à ce sujet. Effectivement, Scrum, c'est pas la solution à tous les problèmes. C'est comme tout, c'est un outil. Si vous cherchez à planter un clou, c'est souvent mieux avec un marteau. Si vous n'avez qu'une hache, vous pouvez essayer, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Et souvent, les échecs sont liés à ce qu'on appelle des anti-patterns. Alors, qu'est-ce que c'est un anti-pattern ? Un anti-pattern, c'est tout simplement ce qu'on appelle une mauvaise pratique, une précondition d'échec, quelque part. Donc, vous entendrez peut-être ce mot anti-pattern, c'est souvent des agilistes qui l'utilisent, ça fait partie du folklore, et ça veut dire qu'un certain nombre de conditions qui sont normalement édictées par la méthode et qui sont prescrites au départ pour que la méthode fonctionne, ne sont pas remplies. Et parmi ces conditions très importantes, vous avez une dimension qui est souvent absente déjà dans beaucoup de relations hiérarchiques d'entreprise, la notion de confiance. Ça suppose une très grande confiance dans les équipes, dans leur autonomie. Alors ça suppose aussi que les gens aient été formés correctement, bien entendu, et qu'on les laisse faire ce qu'ils ont à faire au moment où ils doivent le faire. Donc souvent, ce qu'on appelle ces anti-patterns, ça montre que les échecs qu'on peut constater sur le passage en agilité est souvent prévisible, parce qu'il y a des indices au départ. C'est souvent des éléments qui sont liés à de la culture d'entreprise ou de la culture managériale, et c'est ce qui a donné lieu à des éléments de réflexion qui ont été regroupés autour d'un terme que je n'aime pas beaucoup à vrai dire, mais qui dit ce que ça veut dire, c'est le management 3.0. Alors pourquoi je dis que je n'aime pas beaucoup, c'est parce que ça fait partie de ces termes à la mode dont tout le monde parle et dont personne ne sait exactement ce que ça recouvre. En fait, le management 3.0, c'est tout un ensemble de valeurs, de pratiques et d'éléments de posture qui sont à même de mieux favoriser la collaboration en entreprise selon un mode plus horizontal qu'auparavant. Donc finalement, si vous êtes déjà sur du management horizontal, vous faites du management 3.0 sans le savoir, ça veut dire que vous faites confiance aux équipes. Vous partez du principe que les gens sont compétents, qu'ils sont responsables, que vous êtes là surtout pour les aider à faire et non pour simplement être là pour distribuer les bons points et les punitions. Ça veut dire que vous êtes dans une posture qui est celle de ce qu'on appelle le servant leader, c'est-à-dire celui qui est à la tête, mais davantage pour impulser une vision, une direction, et dire voilà, je vous propose cette direction, mais c'est vous qui savez faire. Et je suis là pour vous aider à faire, pour faire en sorte que s'il y a des obstacles, on puisse les identifier ensemble et que je puisse, dans la mesure de mes moyens, vous aider à les surmonter. C'est ça cette position du management 3.0 et qui est généralement l'une des principales sources d'échecs sur ces expériences, ces mauvais retours d'expérience liés à l'agilité. Donc j'insiste sur le fait que je ne peux pas présenter l'agilité comme une solution à tous les problèmes. Il existe des contextes dans lesquels les méthodes traditionnelles fonctionnent extrêmement bien et donc il n'y a pas forcément lieu d'induire du changement. Néanmoins, on sait que l'agilité induit aussi un certain nombre de comportements
liée à la mise en place de ces méthodes qui peut être extrêmement vertueuse comme elle peut être extrêmement délétère et perverse. Alors je vais citer par exemple l'un des cas de figure les plus classiques, c'est le fait de confondre le Scrum avec une méthode de contrôle finalement. Dans le Scrum, en fait, vous pouvez aussi faire en sorte d'être sur un schéma extrêmement productiviste, en disant voilà, Scrum a dit ça, là il faut que vous fassiez des sprints comme ça dure 2 semaines, c'est ceci, cela, à la fin, vos indicateurs ils sont comment, et ça devient un outil de mesure et de pression managériale. Ça c'est un détournement du Scrum qui souvent est à l'origine des plus gros échecs, notamment aux États-Unis, beaucoup de retours d'expérience sur certaines grandes entreprises, qui en fait n'ont pas compris que c'est d'abord un état d'esprit qui doit être propagé à tous les échelons, et c'est ce qui fait le point faible de Scrum à mon avis, c'est que tout repose sur le facteur humain davantage que sur les process et la méthode. C'est ce qui fait de sa force, puisque quelque part ce changement qui est induit quand il est vraiment embarqué correspond à quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau des équipes, puisque ça redonne du sens. Néanmoins, c'est aussi son point faible, puisque ça suppose d'avoir de vrais spécialistes de la conduite du changement. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il suffit pas juste d'avoir des gens qui viennent là en posture de conseil en disant voilà, il faut faire ta, et puis vous n'avez plus qu'à appliquer, et puis c'est bon, vous aurez un bon gâteau à la fin. Ensuite, à l'échelle, comment ça se passe? Alors, parce que là, j'ai évoqué en fait beaucoup d'aspects qui sont plus au niveau de l'équipe, puisque le Scrum, ce sont des indications clairement sur du fonctionnement au niveau équipe. Il n'y a pas d'indication sur un passage à l'échelle. Alors, le passage à l'échelle, eh bien, je vais vous dire, pour l'instant, c'est très difficile d'avoir un retour d'expérience objectif sur la question. Il y a eu beaucoup d'entreprises, comme je l'ai dit en préambule, de très grande taille qui ont appliqué à l'échelle, avec plus ou moins de succès, tous ces grands principes. Mais pour l'instant, la méthode n'est pas tout à fait sèche. Alors pour autant, est-ce qu'il faut se dire on attendra qu'ils aient fini et puis on s'intéressera à ça quand ça sera au point? Non, parce que c'est de l'agilité précisément. Et donc ça veut dire que ces méthodes-là itèrent et incrémentent à mesure que le temps passe. Ça veut dire qu'on se sert des expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour faire en sorte que ces méthodes évoluent. Ensuite, comme toute méthode qui se respecte, ce qui est important, c'est sa compréhension et son application. Et notamment au niveau des entreprises, c'est ça le problème, c'est que souvent ils ont tendance à penser qu'il y a une méthode magique, Safe, voilà on utilise Safe à la Poste et tout ça, allons-y, et la Poste ils ont fait ça comme ça, ils ont l'air d'avoir réussi, etc. Et donc faites-moi du Safe. On entend souvent ça des fois dans certaines demandes, et quand on étudie la demande, on se rend compte que non, ils n'ont pas besoin de Safe, d'abord parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour que ça vaille le coup, et là ils vont finalement se noyer dans des coûts transverses qui vont avoir un retour sur investissement très faible compte tenu de leur structure. Il y a des endroits où Safe va être la solution idéale, d'autres sur lesquels il va falloir adapter, et d'autres pour lesquels, évidemment, c'est complètement à proscrire. On a à l'échelle, on rencontre finalement les écueils habituels dans la logique de changement, donc ce que j'appelle les tartes à la crème de la conduite du changement, à savoir la résistance au changement, etc. Mais pas que. C'est-à-dire que la différence entre le fait d'appliquer de l'agilité en équipe et de l'agilité à l'échelle, c'est le fait qu'on doit gérer toute la synchronisation et toute une montée en compétences et en même temps un changement d'état d'esprit sur un très grand nombre d'individus avec des logiques de temps qui sont très différentes en fonction de si vous êtes sur du top management ou si vous êtes dans les équipes de réalisation. Parce que qu'on se le dise, en agilité, c'est un mode de travail avec de la collaboration horizontale, mais on n'est pas non plus des communistes pour autant, on n'est pas en train de dire plus de hiérarchie, plus de patron, etc. C'est pas du tout ça. Ça veut juste dire que oui, il y a de la hiérarchie et autres, mais c'est pas quelque chose qui doit avoir un impact trop fort sur l'organisation du travail. Ensuite, juste un petit mot sur la logique produit. Vous avez peut-être entendu parler de la logique produit. Souvent, on parle de produit en agilité. Ça correspond à des définitions extrêmement précises. Et en fait, si je dis ça de façon extrêmement brève, le produit, ça correspond à un périmètre de production qui doit être bien délimité et autonome. Donc, ça veut dire qu'en fait, votre équipe, si c'est une équipe produit, elle doit pouvoir avoir une certaine autonomie pour la dimension discovery, c'est-à-dire la connaissance du marché, la veille sur ce produit, le benchmarking sur ce produit. La dimension réalisation, c'est-à-dire qu'elle est relativement autonome. Attention, autonome ne veut pas dire indépendant, autonome
pour réaliser, et qu'elle puisse faire de l'amélioration continue à son échelle sans forcément avoir de fortes dépendances ou adhérences avec ce qui se passe ailleurs. Vous pouvez avoir une équipe produit sans forcément être très agile, et vous pouvez faire de l'agilité sans équipe produit. Donc attention, il n'y a pas d'identité entre les deux. On peut peut-être passer à des exemples concrets chez des précédents clients, si tu en as aussi, Jonathan, notamment sur... oui, alors je te laisse la parole. Un exemple de réussite, un exemple d'échec pour le coup. Oui. Comme ça, on est équitable. Sur la réussite, donc en fait, au sein de l'entreprise, on a un portail utilisateur avec un front et un back-office. On a un référentiel appli qui est dans le back-office, mais il n'est pas disponible pour le métier. Et on souhaitait mettre en place en fait des fiches applicatives synthétiques à destination des métiers. Sauf que ce référentiel-là, il était en cours de mise à jour. Donc il y avait une maintenance qui était dessus pour réalimenter et réajourner les données. Et on avait prévu sur un sprint de sortir ces fiches-là, mais avec des infos plus ou moins à jour. Et entre-temps, le fait d'avoir en fait la visibilité sur plusieurs product backlog, ça nous permet aussi de mouvoir un peu la stratégie et de réadapter ça. Et on a eu un produit qui est arrivé qui était à destination des architectes et des urbanistes pour toutes les arrivées de nouvelles applications et sorties d'applications. Et il y avait une interconnexion qui était prévue avec le référentiel pour l'alimenter. Donc on s'est dit au final, on a fait un choix d'économiser un sprint ou deux et de décaler justement la publication de ces fiches synthétiques pour le métier, de façon à gérer dans un premier temps l'interconnexion avec l'application des architectes et dans un deuxième temps de finaliser la mise à jour du référentiel pour qu'à terme on puisse mettre à jour des fiches applicatives qui étaient à la fois mises à jour avec la description du produit, les acteurs à contacter et un peu les fonctionnalités et qui allaient être aussi alimentées par cet outil. Donc ça par exemple, l'organisation agile nous a permis d'être beaucoup plus réactif comme ça sur 2-3 mois et de faire un petit peu de la priorisation, dépriorisation pour arriver justement sur un résultat un peu plus abouti. Donc ça c'est un exemple de réussite. Un exemple d'échec, dans le cadre de la transition, en fait on a beaucoup de chefs de projet qui étaient anciennement des développeurs et qui avec l'expérience et le départ de leurs chefs sont passés chefs de projet qui ont dû passer avec cette transformation product owner. Et là, le changement a été plutôt compliqué parce que c'est pas le même métier. Là où on demandait aux chefs de projet potentiellement d'agir et de travailler avec les équipes de développement, mais sur les choix techniques de développement du produit, là au final on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'accompagnement de ces product owners sur ce rôle-là, puisqu'on leur demande de sortir de plus en plus de la prod pour aller justement capter les différentes informations de la part du client, du métier ou des différents tiers. Donc après, il y a eu un besoin d'accompagnement au final à faire sur ces personnes-là. Une mise à jour aussi des fichiers RH qui ne correspondaient pas du tout à celle du rôle de chef de projet qui était avant la transformation agile. Et après, il y a aussi un élément sur lequel je te redonnerai la main, Shan, ça s'appelle la DOD. Donc c'est la Definition of Done. À la fin du sprint, on définit un petit peu des critères pour pouvoir permettre à un incrément de répondre au mieux aux attentes et aux besoins du product owner. Et sur ça, je peux te rendre la main pour expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi ça consiste. Oui, alors, merci Jonathan. Shan, Jonathan, excusez-moi, oui. Oui, je me permets d'intervenir parce qu'on a quand même pris beaucoup de retard. Ah oui, on a d'accord. La technique ne nous ayant pas aidé, c'est pas, voilà, pas de chance. Hein. Juste, on a quelques questions sur le chat. Est-ce qu'on peut passer à cette étape-là directement? Parce que je pense qu'on y arrivait quand même. Pas de souci. D'accord. Donc, une première question, qui est double, on va dire. Hein. Dans le monde de l'IT, on a plutôt tendance à associer l'agilité au monde du développement, enfin du build d'une façon générale. Donc, est-ce qu'il y a des exemples où c'est transposé dans le monde du run? Et du coup, la seconde question qui est posée, qui est un petit peu dans la même veine, c'est est-ce qu'on peut confronter les frameworks dont tu nous parlais, Shan, tout à l'heure, avec du Prince2, du PMP, de l'ITIL? Voilà, pour une première intervention. Alors, sur la première question, oui, alors bien sûr, on peut tout à fait appliquer l'agilité à du run. Hein, c'est pas du tout fait de façon spécifique sur du delivery ou du build. Hein, au
contraire, enfin, il n'y a pas vraiment de limitation claire. On peut l'appliquer en fait. Déjà, premier éclaircissement, on n'est pas du tout obligé de l'appliquer à l'univers de l'IT ou des télécoms, qu'on soit clair. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. On peut l'appliquer vraiment. Il y a des services marketing, par exemple, qui fonctionnent en agile. Il y a des services clients qui fonctionnent en agile, alors qu'ils n'ont d'IT que l'outillage. Et donc, tout à fait sur du run. Comme je l'ai évoqué peut-être tout à l'heure, le Kanban, par exemple, fait partie des méthodes qui sont très adaptées à la gestion du run. Et des équipes agiles peuvent changer de framework une fois que les grandes étapes, par exemple, du delivery, du build sont passées et qu'ils passent plus sur la dimension run et MCO. Donc non, il n'y a absolument aucun obstacle à ça. Ensuite, sur la deuxième question, en fait, pas les certifications, mais les formations, quand on voit les modèles que propose ITIL et autres, c'est absolument pas à mettre en contradiction avec l'agilité. Parce que l'ITIL, en fait, permet de balayer finalement la sectorisation métier et de définir un peu les rôles et responsabilités à différents stades d'un projet. On peut tout à fait adapter l'ensemble de ce qui est prévu sur ITIL dans un fonctionnement agile. Parce que, agile ou pas, vous aurez de toute façon toujours des besoins du même type. Vous avez besoin de faire des tests, vous avez besoin de qualité, vous avez besoin de coordonner des équipes entre elles. Vous avez finalement tout ce qui est prévu au niveau du delivery dans ITIL, vous l'aurez toujours sur de l'agile. C'est simplement que la façon de cadencer, de mettre tout ça en musique, en fait, va être probablement orientée de façon un peu plus précise, puisque finalement, ITIL n'est pas forcément très prescriptif. On est plutôt sur la description d'une logique sectorielle. Ensuite, sur du Prince2 ou sur du PMI, par exemple, eh bien, eux aussi s'y mettent, puisque vous avez du Prince2 Agile, par exemple, qui est l'adaptation de Prince2 à l'univers agile. Et on n'est pas non plus sur de la contradiction, puisque vous pouvez avoir à différentes échelles de l'application sur du portfolio, par exemple, sur de la gestion de projets classiques, et à l'échelle d'une équipe ou de plusieurs équipes, ou d'un périmètre d'un portfolio donné, être sur de l'agilité. Donc il n'y a surtout pas à mettre en contradiction ces différents modèles. Ça peut être complémentaire, ça peut être perçu comme contradictoire quand effectivement on est sur des logiques plutôt de budget et de temps, mais finalement quand on y réfléchit, il n'y a rien qui est écrit par exemple en Prince2 ou autre, il n'y a rien de prescriptif quant au fait de se dire qu'on peut faire varier périmètre, par exemple. Très bien, merci Shan. Alors, il y a deux autres questions, je pense, avant qu'on conclue. Celle-là est arrivée quand tu présentais l'agilité au début et que tu parlais d'un apport de valeur petit, mais itératif et permanent. Donc, est-ce que le plan de livraison est établi avec le client dès le début ou est-ce que le client va découvrir au fur et à mesure de la production ses effets? Donc, oui, alors ça c'est une excellente question parce qu'en fait ça relève du niveau de collaboration avec le client. Alors le client, c'est vrai que je n'ai peut-être pas insisté là-dessus, il faut que le client ou l'utilisateur final ou son représentant soit embarqué tout le long du processus. En fait, c'est vraiment collaboratif. Ça veut dire donc que le client dès le départ est informé de la manière dont les choses vont se dérouler. Il peut y avoir un plan de livraison fourni au départ, mais sans garantie que ce plan de livraison sera respecté à la lettre en termes de fonctionnalité, en termes de featuring. En revanche, on lui garantira qu'à telle date, il aura quelque chose qui fera dire que c'est de la valeur en plus. On peut s'engager sur cette dimension-là. C'est pour ça que l'agilité a quand même un certain intérêt. Après, c'est un contrat de confiance quelque part aussi avec le client. Ça veut dire qu'il faut le mériter et donc effectivement livrer à la bonne date de ce qui avait été promis. En revanche, arrivé à la date dite, on peut dire finalement, on s'est dit que pour avoir davantage de qualité sur telle feature, on s'est concentré dessus. L'autre feature qu'on vous avait promise, vous l'aurez plutôt la fois suivante, mais vous avez cette feature qui est beaucoup plus qualitative que ce qu'on avait pu vous promettre au départ en contrepartie. Donc il faut effectivement mettre le client dans la boucle de confiance, lui expliquer un peu le principe de la méthode et voir aussi son bénéfice, son gain, c'est-à-dire là en l'occurrence budget fixe. En général, ça les intéresse toujours, et avec des dates de release qui, elles, ne bougent pas. En revanche, voilà, de dire que sur le périmètre fonctionnel, il y aura peut-être un écart,
Mais ça, c'est des choses qui se négocient de gré à gré à chaque fois. Et on rebalaie à chaque fois le besoin et ce sur quoi on s'engage à chaque itération. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs de la méthode agile, c'est cette remise à jour permanente et ce renouvellement permanent aussi de ce contrat de confiance. Si je peux me permettre d'ailleurs de rajouter un petit peu de retour d'expérience là-dessus, c'est vrai que j'ai évoqué un produit en exemple où on était parti sur des fonctionnalités et vraiment une trajectoire qui n'a pas changé en fait en cours. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on peut s'apercevoir niveau client qu'on a peut-être des fonctionnalités qui auront beaucoup plus de valeur pour le métier et au final, on demande une priorisation aux équipes. Donc du coup, c'est tout le temps en mouvement. Et vu qu'on fait des revues mensuelles, on réadapte au fur et à mesure justement de l'avancement du produit et au fur et à mesure aussi des retours clients et du métier qu'on peut avoir. Très bien, merci Jonathan. Alors une toute dernière question. Alors Shan, je pense que tu y as partiellement répondu à la fin de la présentation. Est-ce que tu as cité des exemples ou des chiffres de retour sur investissement sur le framework SAFe? Ah oui. Alors, le problème, c'est que tout dépend ce qu'on veut compter. Il y a des gains qui sont mesurables, à savoir combien on a dépensé, combien on aurait dépensé autrement, etc. par rapport aux résultats attendus, et puis le gain organisationnel qu'il y a pour les produits suivants. C'est donc très difficile à évaluer de façon vraiment honnête, puisqu'on est toujours sur des hypothèses. Et donc ça veut dire que si vous êtes parti sur SAFe, vous n'êtes pas parti sur autre chose, et donc ça veut dire qu'il faut extrapoler sur qu'est-ce qu'on aurait dépensé si on avait été en méthode classique. Et inversement, quand vous êtes en méthode classique, qu'est-ce que ça aurait donné si on avait été sur SAFe? Donc c'est des questions qui sont difficiles à répondre du point de vue du ROI réel en espèces sonnantes et trébuchantes. En revanche, le fait de dire qu'on a facilité les flux de communication, que les relations de confiance se sont améliorées au sein des équipes, que la réactivité des équipes est meilleure, que les retours clients sont bien meilleurs, qu'il y a globalement de la fluidité à tous les étages. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément avoir de la mesure budgétaire. En revanche, le mieux, il est fortement constatable. Et ça, vous avez des expériences de ce genre chez AXA, vous avez des expériences de ce genre sur certaines entités de la Poste et de la Banque Postale, vous avez donc chez des très gros, chez des très petits aussi. À ma connaissance, des vrais naufrages où les gens disent on a fait du SAFe et vraiment tout était mauvais, j'en connais pas, mais des vraies réussites à 100%, je n'en connais pas non plus. Ok, merci Shan pour tous ces éléments. Écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je voulais juste vous remercier tous les deux pour votre présentation et participation au retour sur expérience qui était très enrichissant. Très clair aussi. Qu'on a appris beaucoup de choses à tous les néophytes de l'agilité. Je voulais aussi faire un petit peu de promo relativement à nos practices, et notamment Adrien qui s'occupe de la practice digitale et qui nous présentera d'ici la fin du mois un atelier sur le DevOps. Voilà. Pierre, je te laisse conclure. Je vous remercie à tous d'avoir participé avec nous aujourd'hui, en tout cas. C'était une belle expérience. Merci à tous. Oui, alors tu utilisais le DevOps, là, qui est un petit peu dans la continuité de ces sujets agiles. On essaie d'avoir des sujets vraiment du moment. Voilà, donc on va essayer d'améliorer au niveau technique oui, c'est ça. On s'excuse pour toutes les perturbations qu'il y a pu avoir. Voilà, mais bon, globalement, merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous engage avec Olivier à suivre les prochains ateliers et à suivre également les publications qu'on fait sur LinkedIn. Et sinon, pour information, il y aura aussi des suites où on approfondira certains points sur l'agilité dans les mois à venir. Voilà. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous.